Donc là, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se passent en crypto. Je vois qu'il y a énormément de questions. Il y a pas mal de choses qui se passent, notamment sur le marché. On voit que là, le Bitcoin a énormément augmenté. On est proche de l'ATH. C'est du jamais vu par rapport au cycle précédent. En général, on en est même sur des périodes, on va dire, de pré-halving ou post-halving précoce. On n'a jamais eu un Bitcoin qui a augmenté aussi fortement et qui a été aussi proche de son ATH sur les données historiques qu'on a déjà eu l'occasion de récupérer. Donc là, l'idée, c'est de débriefer un petit peu ensemble, puis même aussi avec vous, pour savoir où est-ce qu'on se situerait potentiellement dans le cycle, et puis faire un état des lieux. Est-ce que, selon vous, on est plutôt tôt dans le cycle? Est-ce qu'on est presque vers la fin? Est-ce qu'on aurait un top précoce? Est-ce que la alt season a déjà commencé? Est-ce que si aujourd'hui, vous n'avez pas encore de position en crypto, est-ce qu'il va falloir potentiellement que vous mettiez des choses en place pour rentrer rapidement, plutôt sur des alts, plutôt sur le top 10, plutôt sur du Bitcoin, sur de l'Ether? Voilà, on va essayer de répondre à l'ensemble de ces questions, et on fera en sorte aussi de répondre à d'autres interrogations ou d'autres sujets que vous aimeriez qu'on traite. Donc déjà, je ne sais pas, toi, Théo, si tu peux commencer peut-être sur ta vision du marché par rapport à ce qu'on a vu là ces derniers temps, et puis par rapport au cycle précédent, parce que c'est clairement pas nos premiers cycles, hein, que ce soit Théo, moi et Mickaël aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses. Par contre, moi, je reste quand même assez surpris par rapport à l'augmentation du Bitcoin qu'on a pu avoir ces dernières semaines, en tout cas, sur une période de pré-halving ou post-halving précoce. Historiquement parlant, on a une run qui a été beaucoup plus importante et beaucoup plus rapide que ce qu'on aura eu historiquement parlant. Et c'est principalement dû aux ETF Bitcoin Spot, hein. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 900 bitcoins qui sont émis chaque jour par les mineurs, avec 10 500 bitcoins qui sont achetés chaque jour juste avec les ETF Bitcoin Spot. Voilà. Donc, il y a une augmentation, il y a presque un facteur plus de x10. Il y a une demande presque qui est presque de x10 par rapport aux nouveaux bitcoins qui sont mis en circulation. Donc, forcément, ça peut expliquer une grosse partie de l'augmentation qu'on a eue ces derniers temps. Donc, par rapport à la situation actuelle, je ne sais pas, Théo, si tu veux rebondir là-dessus, et ce que tu penses de où est-ce qu'on se situe par rapport à ton pronostic, un peu, ce que tu penses. Ouais, carrément. Donc déjà, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Toujours, en fait, moi, j'essaie de savoir où on en est, comme tu le dis, dans le cycle. Et je pense que c'est une des questions qui va revenir tout le temps jusqu'à la fin du bull run. Et mais pas plus tard que mardi soir, j'étais à un meet-up crypto, donc j'en fais de temps en temps où on rencontre d'autres passionnés de crypto. Moi, c'est vrai que je travaille pas directement dans la crypto-monnaie, mais 90% des gens, ils sont dans l'écosystème. Il y avait des mecs qui développaient des bots de trading, algo, alors des trucs assez pour les initiés, des mecs qui travaillent dans les DAO, des mecs qui travaillent sur des marketing de projets. Donc, il y avait quand même pas mal de gens qui travaillent dans l'écosystème crypto. Et le consensus général autour de la table, c'était que le bull run n'avait pas vraiment commencé, en fait. Même malgré l'augmentation des prix très rapide, très récente, on était tous d'accord pour dire que par rapport à ce qui s'est passé historiquement, on n'avait même pas encore commencé la vraie phase de bull run où ça allait être exponentiel. Et c'est ça, en fait, on était plutôt confiant par rapport à ce qui allait arriver, parce qu'on se dit le marché, pour l'instant, il est plutôt sain. Tous les pumps, les augmentations qu'il y a, c'est des choses qui ne sont pas encore poussées par le retail, parce que jusqu'à alors peut-être les derniers jours, avec les 60K qui ont été dépassés, on voit recommencer à poindre du nez les personnes qui commencent à s'intéresser au Bitcoin avec les 60K qui sont passés. Mais même la semaine dernière, pour moi, je n'avais pas encore cette impression où il y a vraiment les personnes lambda qui commencent à rentrer sur le marché, à s'intéresser. Donc on est vraiment encore sur, comme tu l'as dit, à mon avis, la montée des prix, c'est plus les institutionnels ou le big money qui arrive avec, je pense qu'on aura un cycle différent des autres, avec justement tout cet argent institutionnel qui est arrivé et qui va continuer d'arriver. Il y avait un mec qui était là parce que qui cherchait à lever des fonds pour sa boîte de bots de trading algorithmique. Et en fait, lui, il est toujours d'ailleurs gestionnaire de fonds à Zurich, donc en Suisse. Et en fait, il a eu l'idée de monter cette boîte parce qu'il y a de plus en plus de ses clients institutionnels qui ont beaucoup d'equity, des stocks, des options, beaucoup d'immobilier, même voilà, tout ce qu'on peut imaginer en diversification en termes d'actifs financiers. Et en fait, depuis l'année dernière et depuis 2 ans même, il y a ces gros clients, alors pas forcément des institutionnels, mais des personnes qui ont quand même beaucoup d'argent, lui demandent une exposition à la crypto et il n'avait pas forcément beaucoup de réponses, mais c'est des personnes qui veulent mettre juste 2, 3, voire 5% de leur capital grand max en crypto-monnaie. Donc il y a vraiment tout cet argent institutionnel et avec des gens qui ont vraiment un gros capital
qui vont rentrer sur le marché. Et donc, pour revenir sur l'état du marché actuellement, oui, on a des grosses hausses, mais je pense que c'est encore quelque chose de sain, c'est-à-dire que c'est une hausse qui est poussée réellement par la demande. On n'est pas sur la pure spéculation retail. Donc, je pense que les grosses hausses restent encore à venir, même si on n'est pas à l'abri, bien sûr, d'un retracement. On n'a pas encore eu, par exemple, le halving de Bitcoin, hein, qui est un élément majeur. On n'a pas eu la baisse des taux de la SEC. Il y a plusieurs gros événements macro comme ça qui sont plutôt bullish, qui ne sont pas encore arrivés. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, mon pronostic personnel, après, bien sûr, je peux me tromper, qu'on est encore tôt dans le cycle, même si la phase d'accumulation est clairement terminée. On est rentré en phase de bull run, mais on est encore tôt dans le cycle haussier, il va y avoir des gros mouvements à la baisse aussi. Ça va pas monter en ligne droite. Et après, à voir les points de sortie. J'ai vu qu'il y avait une question dans les commentaires, on pourra peut-être le toucher après. Mais voilà, toujours est-il que pour ma part, je pense qu'on est encore tôt dans le cycle et que ça ne sert à rien de s'affoler ou de rentrer le FOMO. Ça, au moins, par rapport au dernier cycle, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris. Keep calm. Si on a des projets qu'on a vus qui sont en train de faire des grosses bougies vertes, notamment ceux qui sont sur les narratifs de cycle 1, donc c'est-à-dire des narratifs, des schémas narratifs qui n'étaient pas présents au dernier cycle, mais qui vont sûrement performer pas mal ce cycle-là, hein, par IA, DeepMind, RWA, le gaming. Donc, tous ces projets-là, si ils ont déjà fait 1 x5, x20, x30, peut-être attendre un peu et voir si ça retrace. De toute façon, on n'achète jamais sur des grosses bougies vertes. Donc, un message aussi si c'est votre premier cycle de tranquillité, il y a toujours le temps d'acheter. C'est clair, c'est clair. Ça, c'est vraiment une leçon qu'on peut retenir des cycles précédents. C'est que quand on ressent une urgence, quand on ressent un FOMO, quand on ressent une envie d'acheter immédiatement et de passer à l'action tout de suite, c'est qu'en général, vous êtes sûr à 99, voire même 100% de chance que ce soit jamais le meilleur moment pour pouvoir le faire et qu'une correction est à venir. Parce que si vous avez envie d'acheter tout de suite et maintenant, c'est qu'il y a des millions de personnes autour du monde qui ont envie de faire la même chose. Et en général, quand il y a un consensus global par rapport à un moment donné, souvent, ça se passe quand même pas très, très bien. On peut regarder ce qui s'est passé sur 2021. Tout le monde disait le consensus global, c'était de dire on atteint les 100 000 pour le Bitcoin. Et quand bien même on avait des taux d'intérêt proches de zéro, voire même négatifs dans certains pays, un quantitative easing qui crevait les plafonds, avec énormément d'argent donc dans les trésoreries des entreprises, voire même des particuliers, et beaucoup de personnes qui ne travaillaient pas à ce moment-là, donc avec des charges qui n'étaient quand même pas ultra élevées par rapport à ce qu'on pouvait avoir d'habitude, même dans un environnement pareil, on n'a pas réussi à atteindre les 100 000 pour le Bitcoin. Alors sans doute que cette fois-ci, on y arrivera, et je vois qu'il y a un consensus un peu comme le tien, c'est-à-dire de dire tout de suite, voilà, on n'a pas forcément, ça n'a pas été le cas de l'atteindre sur le cycle précédent, là avec le halving, avec les institutionnels, avec tout ce qui arrive, on aurait la possibilité d'y arriver, et je pense que ça sera très largement possible. Par contre, c'est vraiment ce qu'on essaye de remettre en question à chaque fois sur cette chaîne, c'est d'essayer d'analyser le consensus commun de ce que pense la majorité des gens, et de se dire, a priori, que quand on a un consensus global, la majorité des gens se trompent. La majorité des personnes ne font pas de l'argent en crypto, ne font qu'en perdre. Donc, quand vous avez énormément de personnes qui se disent c'est le top, vous avez beaucoup plus de chances que finalement, ça ne soit pas le top. Et à l'inverse, quand tout le monde vous dit le meilleur reste à venir, on n'en est qu'au tout début du cycle, vous pouvez acheter, vous pouvez faire ce que vous voulez, quand ça commence à être un consensus global, soit on peut s'attendre à avoir une grosse correction par la suite pour après avoir quelque chose d'un petit peu plus sain, soit on va peut-être changer, on va dire, l'environnement pour aller sur quelque chose de totalement différent. C'est pour ça que moi, j'essaie vraiment de remettre en perspective les données historiques et de voir ce qui s'est passé historiquement parlant, même si aujourd'hui, on commence à voir un environnement qui change beaucoup, parce que on commence à avoir un écosystème qui se professionnalise de plus en plus, qui s'industrialise aussi de plus en plus. En 2017, c'était principalement les retail, il y avait très très peu de professionnels à l'intérieur, il y avait d'ailleurs très peu d'infrastructures. 2021, on commençait à en voir un petit peu avec même des entreprises qui rentraient comme MicroStrategy, comme Tesla, avec Elon Musk, le Salvador qui a rendu le Bitcoin comme monnaie légale. Et là, on commence à avoir des infrastructures qui font le pont entre la finance traditionnelle et finalement le secteur crypto. Donc, c'est un super avantage. Après, moi, il y a quand même certains points sur lesquels je reste très vigilant aujourd'hui. C'est que je comprends tout ce que tu as dit au début et je suis plutôt d'accord avec ce que tu racontes. Par contre, un autre point sur lequel je ne suis pas 100% d'accord, c'est que tu dis typiquement la baisse des taux de la Fed, c'est un signal qui est plutôt bullish. Alors, sur le long terme, la baisse des taux d'intérêt ou d'avoir des taux d'intérêt qui soient faibles, je suis d'accord, sur le long terme, ça peut être un point intéressant pour les actifs dits risqués, parce que globalement, quand vous avez des taux d'intérêt relativement faibles, les taux directeurs des banques centrales, des taux faibles, les personnes sont prêtes à prendre plus de risques.
pour investir sur les actions, pour investir dans les cryptos, etc. Donc, c'est un environnement qui est plutôt pas mal. Si on augmente les taux d'intérêt, c'est pas propice à des actifs dits risqués comme les actions, les cryptos et tout ce qui s'ensuit. Par contre, là, on va être dans un scénario où on va avoir ce qu'on appelle le pivot de la Fed. Et le pivot de la Fed, c'est quoi? C'est quand on a une augmentation des taux d'intérêt suite notamment à l'augmentation de l'inflation après la crise sanitaire pour contrôler l'inflation. Là, aujourd'hui, on est à 5,5% sur les taux directeurs de la Fed. Et normalement, les pronostics, c'est pas encore sûr à 100%, mais selon les pronostics, on devrait avoir une baisse sur le prochain meeting sur le mois de mai. En tout cas, c'est ce qui est prévu de la part des personnes qui font ce genre de pronostics, les investisseurs, les entreprises, etc. Il y a une planification importante sur deux baisses de taux successives sur l'année 2024, un qui arriverait potentiellement sur le mois de mai et un autre sur la fin de l'année 2024. Et si vous regardez historiquement parlant ce qui s'est passé sur les taux de la Fed, les changements, les variations de taux, et notamment quand on a un pivot de la Fed, historiquement parlant, c'est synonyme d'une grosse baisse sur les marchés financiers, donc d'une grosse baisse typiquement sur le S&P 500, le Nasdaq, etc. Et donc, je vous pose la question, si demain, on a une grosse baisse sur le S&P 500, si on a une grosse baisse sur le Nasdaq, sur les gros indices comme le MSCI World et ce que vous voulez, est-ce que vous pensez sincèrement aujourd'hui que la crypto sera épargnée? Est-ce que vous pensez sincèrement que la crypto fera partie des actifs qui seront décorrélés, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même un lien important entre ce qui se passe au niveau de la finance traditionnelle et la crypto. Même si fondamentalement parlant, les deux actifs n'ont rien à voir, la crypto n'a rien à voir avec ce qui peut se passer à côté, mais il y a quand même aujourd'hui un lien significatif entre les deux, et que quand la finance traditionnelle, entre guillemets, va pas très très bien, en général, la crypto va pas très très bien. Donc attention, quand on aura le pivot de la Fed, on va voir ce qui peut se passer. Il y a eu des rares cas où ce qu'on appelle la théorie du soft landing. La théorie du soft landing, c'est de dire on a le pivot de la Fed et au final, on n'a pas une baisse sur les marchés financiers et ça se passe bien et ça continue la tendance haussière. C'est absolument pas le pronostic qu'on est capable de retirer des événements historiques précédents. Et si l'histoire doit nous renseigner quand même sur quelque chose, c'est justement ça. C'est de voir qu'à chaque fois qu'on a eu un pivot de la Fed, dans la très grosse majorité des cas, ça s'en est suivi d'une grosse baisse sur les marchés financiers, éventuellement d'une récession sur le court terme. Parce qu'en crypto, les cycles sont quand même très rapides. Et donc, a priori, si demain, on a une baisse sur les marchés financiers, ça peut faire mal sur la crypto. Donc ça, c'est un premier point. Ouais. Et le deuxième point que je voulais évoquer, et ça fait partie des questions qu'on a aussi dans la section commentaires, c'est de partir du principe aussi que vous qui êtes dans la crypto, vous avez compris le principe de self-custody, vous avez compris le principe d'investir, les cycles, le halving et tout ce qui s'ensuit en fait dans la crypto. Il y a beaucoup de personnes qui là aujourd'hui ont accès principalement au Bitcoin via les ETF, mais qui n'avaient pas du tout accès au plan crypto. Et il faut partir du principe aussi qu'en bourse traditionnelle, un super rendement, c'est entre 7, 8, 10%, franchement, du 10% annualisé sur des périodes longues, c'est des super retours sur investissement, notamment ce qu'on peut avoir en bourse. En crypto, si vous faites sur 4 ans du 10% annualisé, on est d'accord que c'est vraiment nul de chez nul. Là, depuis le lancement des ETF, il y a 48-49 jours, on est déjà sur du 50-60% presque de rendement sur une période relativement courte. Je vous pose la question et je n'ai pas la réponse, c'est que des questions ouvertes. Mais des personnes qui n'ont pas l'habitude du marché crypto, des personnes qui ont plutôt l'habitude d'avoir du 7-8% annualisé en général. Là, sur une période de quelques semaines, ils sont déjà assis sur pour ceux qui sont rentrés relativement tôt, mais sur du 30, 40, 50, 60%, rien que sur du Bitcoin. Est-ce qu'à un moment donné, ces personnes-là vont pas se dire je vais faire du take profit, je vais commencer à prendre des bénéfices. Et peut-être que cette prise de bénéfices ne se fera pas tout de suite. D'ailleurs, il semblerait qu'aujourd'hui, les volumes ne semblent pas diminuer pour le moment avec l'inflow de l'argent qui est insufflé dans les ETF. Mais il y a un moment donné, peut-être que pour vous, en crypto, qui avez l'habitude de ça, de cette volatilité, vous allez peut-être vous dire, moi, je ne vais pas prendre des profits tant que je n'aurai pas fait un x5, x7, x8. Mais peut-être que pour ces institutionnels-là, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui commencent à investir énormément d'argent en crypto, peut-être qu'un x2, c'est déjà énorme. Parce qu'un x2, c'est 100%, d'accord? C'est 100% de gain. 100% de gain, c'est presque 10 ans, sans compter les intérêts composés et tout ce qui s'ensuit, sur les marchés financiers. Donc, tout ça, pour moi, c'est on va dire l'interrogation que vous devez vous poser, c'est de vous dire, OK, maintenant, c'est plus un monde pour les particuliers, en tout cas, c'est plus un monde pour les débutants. On commence à se professionnaliser de plus en plus et on est directement en lien tout de suite avec du BlackRock, avec du Fidelity, avec Wall Street, et donc des gens qui, a priori, ont compris comment fallait faire de l'argent.
et que, à mon avis, ces personnes-là seront là pour prendre des bénéfices. Donc, il y a toute une hype. On essaye de dire, regarde, le halving n'est même pas encore arrivé, le Bitcoin, il est près de son ATH. Donc, si demain, on arrive sur un Bitcoin qui dépasse son ATH proche du halving, et qu'on dépasse même les 100 000, 150 000 sur 2024, les gens vont se dire, attends, mais 2024, le Bitcoin à 150 000, mais 2025, ça va être dingue. Si on est sur 150 000 sur le Bitcoin, le 2025, forcément, ça sera dingue. Et peut-être que ça ne sera pas le cas. Peut-être que ça sera le top. Peut-être que les 150 000, on ne les touchera pas. Peut-être qu'on se rapprochera de l'ATH ou les 80 000. Et là où beaucoup de personnes se diraient le meilleur reste à venir parce que normalement, c'est la dernière année, le 2025, où il y a la alt season, où il y a tout qui pump, peut-être qu'au final, vu que là, on a augmenté beaucoup plus vite, beaucoup trop tôt par rapport au cycle précédent, peut-être qu'on serait sur un cycle plus court que ce qu'on a connu historiquement parlant, donc une alt season, mais une alt season qui rentrerait plus tôt. Et là où beaucoup de gens penseront qu'au final c'est le début, peut-être qu'on serait finalement sur la fin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Et puis en plus, pour rajouter, comme tu l'as très bien dit, le thème du pivot de la Fed, ça peut être avec des actifs financiers qui baissent sur le court terme, mais il ne faut pas oublier que le halving, c'est bullish parce que ça lance le bull run historiquement, mais juste après le halving, alors soit ça latéralise, soit les prix baissent aussi. Donc c'est-à-dire que le halving en soi, juste après le halving, on peut s'attendre à une baisse des prix. Et en plus, si on a le halving en mai et la baisse des taux en mai, il y a peut-être une baisse à prévoir qui de toute manière arrivera parce que ça ne va jamais monter 60, 70, 80, 90 sans jamais retracer un petit peu, sans jamais baisser ne serait-ce que de quelques pourcents, voire quelques dizaines de pourcents. Donc il faut avoir aussi conscience qu'il y a certains éléments macro, comme tu l'as dit, qui sont plutôt bullish sur le moyen long terme, mais qui à court terme peut avoir un impact sur le prix. Donc ça aussi pour les débutants, l'avoir en compte, ne pas s'étonner si tout le monde veut dire le halving, ça va lancer le bull run, historiquement c'est tout, et s'étonner que le prix baisse parce que historiquement, si vous regardez les derniers cycles, 2013, 2017, 2020, par là, à chaque fois qu'il y a eu le halving, soit les prix ont baissé, soit ça n'a pas forcément monté. Et après, par contre, effectivement, on a la grosse montée exponentielle, mais il y a il y a toujours un timing et historiquement, ça s'est passé comme ça. C'est le buy the rumor, sell the news. C'est le buy the rumor, sell the news. Au final, le halving, au tout départ, quand ça avait commencé, il y avait très peu de gens qui connaissaient cet indicateur-là ou ce qui pouvait se passer en crypto. Maintenant, quand on parle du halving, pour ceux qui investissent en crypto depuis un certain temps, c'est un truc de connu. Et en plus, contrairement à tous les autres actifs financiers, on sait quand est-ce que ça va arriver, quoi. Entre guillemets, on sait qu'il va y avoir un choc supply, on va diviser l'offre par deux. Donc, si la demande reste identique, la relation de l'offre et de la demande fait que le cours est censé augmenter. Et c'est ce qu'on a vu historiquement parlant. Par contre, on a déjà dit à plusieurs reprises que les épisodes de halving sont de moins en moins significatifs. En tout cas, ils risquent d'avoir de moins en moins d'impact. Et il y a même des études que tu avais suivies toi aussi, Théo, qui expliquaient qu'au final, l'explosion à la hausse qu'on a depuis le Bitcoin, depuis sa création, a été en partie due au halving. Ça a eu un impact, c'est sûr, mais que ce n'est pas ça qui a permis à lui seul les performances qu'on a depuis le début. Ce qui a priori permis d'avoir cette hausse aussi importante de la croissance du marché crypto sur ces 15 dernières années, c'est en effet le halving, ça joue un rôle important, mais c'est la politique des taux monétaires principalement, donc les taux d'intérêt hyper bas, l'impression monétaire, l'argent qui doit être investi un peu de partout, et cette classe d'actifs, vu qu'elle était relativement jeune, a su également aussi en profiter. Mais si on avait les épisodes de halving et qu'on était dans une politique de taux qui ne faisait qu'augmenter avec ce qu'on appelle aussi une monetary policy tightening, tu sais, c'est genre au lieu d'imprimer de l'argent, tu vas faire en sorte… on coupe les robinets, quoi, on serre les vannes. Tu coupes les robinets, exactement. Je pense que dans un environnement comme ça, la crypto n'aurait pas eu ce genre de performance. Voilà. Donc, à voir comment va évoluer aussi… comment ça va évoluer par la suite, mais on est dans un environnement très très jeune et pour l'instant, on n'a pas vraiment connu un pivot. On n'a pas encore connu le pivot de la Fed, on n'a pas encore connu l'arrivée des institutionnels, aussi tous les produits dérivés qui peuvent découler de ça. Tu sais, quand il y a eu les ETF sur l'or, il y a eu une run sur l'or, si vous vous amusez à regarder, au moment où il y a eu le lancement des ETF spot, il y a eu une augmentation du cours de l'or et ensuite, on a eu une baisse et une suppression du cours de l'or avec des instruments financiers qui se sont développés par la suite, notamment tout ce qui est produits dérivés, contrats futurs, etc., qui peuvent suppresser artificiellement, qui ont fait en sorte de suppresser artificiellement le cours de l'or et des métaux précieux, parce qu'il y a plein de calculs aujourd'hui que vous pouvez être amené à faire. Si vous comparez la valeur réelle, enfin de l'argent qui a été insufflé dans l'économie par rapport au cours que l'or devrait avoir aujourd'hui pour contrebalancer ça, parce que c'est censé être une valeur refuge, l'or devrait être bien plus haut
que le cours qu'on a à l'heure actuelle. Donc, aujourd'hui, il y a des études qui démontrent qu'il y a des produits un peu structurés, des produits complexes, des contrats futurs, etc., qui font qu'on peut suppresser artificiellement le prix de l'or. Et aujourd'hui, c'est ce que font les institutionnels parce qu'ils n'ont pas forcément d'intérêt à faire en sorte que l'or explose à la hausse parce que ça voudrait aussi accepter que la monnaie se dévalue. Alors qu'aujourd'hui, dans la tête des banques centrales et ce qui est véhiculé comme information, c'est de dire l'euro est fort, le dollar est fort, etc. Si demain, tu as les métaux précieux qui explosent partout, ça veut dire que les gens ont peur et que, entre guillemets, la monnaie s'est énormément dévaluée. Et en crypto, ça peut également aussi arriver. Je ne sais pas comment ça pourrait se passer, mais vous voyez, j'aime bien avoir cet esprit un peu pragmatique et d'essayer de prendre du recul, de se dire, tiens, les gens aujourd'hui, ils pensent comme ça. Et oui, c'est une bonne nouvelle. Je ne vais pas dire que les ETF Bitcoin Spot, ce n'est pas une mauvaise nouvelle et qu'il ne faut pas se réjouir de ce truc-là. Mais attention, parce que si on regarde ce qui s'est passé à côté, ce n'est pas tout le temps uniquement à 100% que des bonnes nouvelles, quoi.